Regardez l'ironie du sort. Tourner une vidéo sur le Crétacé où il faisait beaucoup plus chaud qu'actuellement, à un endroit où il y a déjà de la neige. En même temps, j'avais qu'à m'y prendre un peu plus vite aussi. Il m'a fallu tellement de temps pour concevoir cette dernière vidéo, vous n'imaginez même pas. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps et que ça fait un moment que j'ai pas tourné, donc je suis content de vous retrouver. C'est toujours chouette, surtout que le décor est vraiment sympa et je me suis vraiment cassé le cul à trouver ce décor qui n'a aucun rapport avec ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce dernier épisode de l'histoire du pollen vous plaira. Vous vous souvenez quand j'ai sorti le premier ? Pas moi non plus en fait. Je crois qu'à cette époque, il y avait encore des vélos avec des roues plus grandes devant. Vous voyez de quoi je parle ? Bref, c'est parti. Salut la compagnie, nous en sommes au Jurassique, une période qui commence il y a moins 200 millions d'années et durera près de 55 millions d'années. Et c'est durant cette période que vont naître des spermatophytes très particulières, avec un mode de reproduction assez spécial, mais pas si concurrentiel que ça en fait. Ou peut-être que si. Bref, j'aurais pu m'arrêter à l'épisode 2, mais j'aurais très certainement ignoré 90% de la flore actuelle. Et je n'aurais pas respecté ce qui est sûrement la plus grande coévolution et la plus brillante coévolution de l'histoire de la coévolution. Pour vous replacer un petit peu dans le contexte, toutes les gymnospermes dominent le monde au même titre que les dinosaures pour le règne animal. Les fers à repasser sont très loin d'être inventés par les Chinois. Les ptéridophytes se sont retirés chez Shrek dans les zones marécageuses. Et Michel Drucker voyait le jour sur un continent tout juste en train de se diviser. Salut mon pote. Et là vous vous demandez sûrement, mais que viennent faire les fers à repasser là-dedans? Et je vous répondrai, qu'est-ce qu'une gymnosperme? Et justement, ça tombe bien que vous posiez la question, j'allais justement l'expliquer. Waouh, mais c'est dingue ça! Dans l'épisode précédent, je vous parlais de plantes à graines en utilisant le terme spermatophyte. Et ça tombe bien parce que spermatophyte, ça veut justement dire plante à graines. On se fait chier là, non? Des spermatophytes donc, qui se sont scindés en deux groupes il y a fort longtemps. D'un côté les plantes qui aiment se balader l'azoukatalaire, et de l'autre les plantes qui préfèrent Karl Lagerfeld. En gros, les gymnospermes dont la graine est nue et les angiospermes qui préfèrent habiller leurs graines. Et c'est justement cette division qui nous intéresse aujourd'hui. Et là vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le thème de cette série c'est le pollen, il a complètement tergiversé. Je sais, j'y viens. Bouddha a dit « apprends à marcher avant de faire de la Zumba ». Et non seulement il avait raison, mais en plus il a jamais dit ça. Bon, c'est vrai, le pollen n'est pas un mauvais moyen de féconder sa copine le pin sylvestre. Et par rapport aux ptéridophytes, c'est même d'ailleurs assez rentable en termes d'énergie. En fait, en plein Jurassique, le meilleur moyen de féconder sa copine, c'est d'exploiter le vent, la gravité ou dans de rares cas la flotte. Ce qui nous amène au plus gros point faible des gymnospermes, balancer du pollen dans le vent rend sa destination beaucoup trop aléatoire. À titre comparatif, une montgolfière ne peut pas se diriger en l'air à moins d'être équipée d'un moteur. Et pour le coup, les microsporanges ou les grains de pollen si vous préférez, ils sont pas équipés d'hélices. Non merci. Et du coup, pour être sûr que vos grains de pollen atterrissent dans la chatte à la voisine, les organes mâles doivent carburer pour produire suffisamment de pollen et maximiser les chances que leur foutre arrive à destination. Ouais. Les gymnospermes pensaient sûrement avoir inventé la centrale à fusion nucléaire, mais ils venaient juste d'inventer le bâton à selfie. Et punaise, est-ce qu'ils auraient eu le temps d'inventer un autre mode de fécondation? C'était un 17 juillet en l'an de grâce, moins 174 millions d'années. Et pour le coup, c'est la bande-annonce d'un puissant changement au niveau planétaire. Un nouvel organe à mi-chemin entre le cône de signalisation et la tour Eiffel fait son apparition sur Terre. Cet organe appartient au plus ancien fossile de fleurs prototype d'une plante baptisée Nangiganthus dendrostyla en l'honneur d'une station essence dans le Texas. C'est bien sûr complètement faux, son nom est tiré de l'Académie des sciences de Nanjing, en Chine, l'académie qui a découvert et étudié le fossile en question. D'ailleurs, je suis sûr que je le prononce super mal. On peut déjà y voir un semblant de pétale, un semblant de sépale et quelque chose qui ressemble à un pistil ou à un cône de signalisation. Bref, c'est vraiment une fleur prototype. Mais ce qui rend ce fossile vraiment exceptionnel, c'est cette enveloppe qui recouvre l'ovaire. Ce simple papier à bonbons pour graines fait de Nangiganthus dendrostyla, la première angiosperme connue en ce jour. Bref, les graines sont dans la paroi ovarienne, c'est cool. Une toute nouvelle division est née, c'est cool. Par contre, je ne pense pas que les gymnospermes se soient beaucoup inquiétés pour leur cône. Pour la simple et bonne raison que les androcées ne se trouvent pas encore directement sur cette fleur prototype. C'est encore un organe à part qui se charge de livrer le pollen à cette fleur prototype, puisqu'il faudra attendre un petit 14 millions d'années, ce qui nous amène au point suivant.
Pour retrouver le fameux ancêtre commun aux angiospermes, la phylogénétique ne s'amuse pas à plonger ses mains dans la terre ou le sable comme le célèbre jardinier Indiana Jones. La phylogénétique étudie la génétique des plantes actuelles pour essayer de retracer leur histoire évolutive, leur arbre généalogique si on veut bien. Et c'est en examinant 800 fleurs différentes à travers le monde qu'une équipe de chercheurs a pu déterminer que la première fleur ressemblerait à ça et serait apparue il y a environ 160 millions d'années. À la seule différence près que cette fleur posséderait des androcées et des gynécées regroupés sur le même organe. Et si cette fleur théorique a vraiment existé, là on commence à toucher au sublime. Elle allait très vite apporter un bel avantage aux angiospermes. En tout cas, cette première fleur théorique ressemble beaucoup à la plupart des fleurs actuelles de Magnolia, et c'est pourquoi on peut aussi appeler les angiospermes magnoliophytes. Allez, la suite hein. Le Jurassique s'achève et une nouvelle période géologique commence, la période du vitrocéramique. L'ère du Crétacé débute donc il y a 145 millions d'années et se termine sur un phénomène assez dramatique dont je ne vais... Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a 100 millions d'années a eu le premier mouvement vegan de l'histoire. Certains insectes jusqu'à maintenant larvivores se mettent à combler leur manque en protéines en se tournant vers de la prote végétale. Ce qui est sûr, c'est que Angimordella burmitina, retrouvée dans de l'ambre accompagnée de ses 62 grains de pollen, je les ai comptés moi-même. Mais bien sûr. Et la preuve que certains insectes consommaient déjà du pollen pour satisfaire leurs besoins en protéines et en glucides. C'est assez incroyable puisque les paléofleurs, je viens d'inventer ce terme, n'ont pas de glandes nectaires, d'odeur particulière, de pétales suffisamment adaptés ou tous ces gadgets de fleurs modernes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux et sur leur smartphone. Non, pas du tout. Les paléofleurs doivent composer avec les moyens du bord, ce qui voudrait dire que le pollen a très bien pu jouer le même rôle que le nectar actuellement sur les fleurs, c'est-à-dire attirer et récompenser les insectes qui viennent butiner. En tout cas, les magnoliophytes sont ravis, leur division n'est pas en train de s'agrandir, mais elle n'est pas non plus en train de s'éteindre, et c'est plutôt cool parce que d'autres acteurs vont arriver et ça va bien changer la face du monde. Discoscapa apicula et Melitosphex burmensis, deux insectes qui se nourrissent exclusivement de pollen, vivent à peu près à la même période, vers moins 100 millions d'années. Tous les deux ont aussi été retrouvés dans l'ombre, et leur apparition sur Terre est loin d'être négligeable dans l'histoire du pollen. Ces deux espèces ne sont ni plus ni moins que les ancêtres de nos abeilles actuelles. Et là, je pense que les gymnospermes ont dû commencer à suer à grosses gouttes. Alors c'est vrai, je ne dis pas que leur pollen est dégueulasse. Simplement, ils avaient peut-être manqué une étape évolutive qui ne leur a pas permis de continuer à rivaliser avec les angiospermes. D'ailleurs, évidemment que Discoscapa et Melitosphex mangent aussi le pollen des gymnospermes. Seulement voilà, chez les magnoliophytes, les organes reproducteurs mâles et femelles sont dans le même réceptacle. Et nos deux paléobutineurs n'ont pas d'autre choix que de se frotter aux stigmates lorsqu'ils savourent leur festin. Si les cônes femelles de l'époque avaient proposé des sandwichs triangles comme le font les aires d'autoroute aujourd'hui, ou du nectar comme le font les fleurs de kiwi actuellement, sûrement que Discoscapa et Melitosphex se seraient arrêtés pour polliniser. Et là, les gymnospermes auraient pu contre-attaquer. Une fécondation entomophile apporte un bon nombre d'avantages évolutifs. Plus besoin de produire une immense quantité de pollen pour que seule une infime partie arrive sur les ovaires. Et inversement, plus besoin de créer un max d'ovaires pour espérer réceptionner une petite quantité de pollen. En plus de ça, les fruits peuvent prendre des formes diverses et variées, alors que chez les gymnospermes, les cônes doivent plus ou moins forcément avoir une forme de réceptacle. Et les plantes magnoliophytes peuvent consacrer une plus grande surface à la production de graines, alors que les gymnospermes doivent consacrer uniquement la partie où il y a des organes femelles. Et c'est ainsi que très rapidement, les premiers platanes et magnolias se sont mis à prendre gentiment la place des conifères, des cicadophytes et des ginkgophytes. C'est la fin de leur règne suprême sur Terre. Mais tout comme les ptéridophytes, ils ne disparaissent pas pour autant. Grâce à leur formidable adaptabilité ou leur acharnement, je sais pas, la plupart se retirent dans les régions plus froides ou plus humides, où ils y trouvent un terrain plus favorable. Merci à tous d'avoir regardé cette dernière vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo a été un véritable calvaire à tourner, à écrire et à monter. Je voulais qu'elle soit le mieux possible, j'espère que le rendu sera cool. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, je serai ravi d'avoir vos retours. Et là, c'est le moment où il n'y a plus personne sur la vidéo. Du coup, abonnez-vous. Salut la compagnie! Ouais, il y a encore un avion, c'est pas grave, vous faites avec, hein. Nickel.